suis Nechem et merci d'écouter ou de regarder ce nouvel épisode de World Creative Identities. Nos identités sont multiples, uniques, complémentaires, parfois révélées, souvent en cours d'exploration. Je discute dans cette émission avec des personnes qui aiment nous aider à les exprimer, journalistes, documentaristes, thérapeutes, enseignants, experts en ressources humaines, designers et tant d'autres empathes, passionnés et passionnants. Aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver Alexandre Delamer, expert en communication, marketing et business development dans l'univers des jeux vidéo depuis plus de 10 ans. Il est également un ami et mon tout premier collègue avec qui j'ai eu le plaisir de faire mes premiers pas dans le planning stratégique. Bonjour Alex, Salut Nechem. comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Là, il est midi, du coup, je suis à Vancouver. Et pour toi, bah, c'est la soirée qui a déjà bien commencé. Ouais. Exactement, mais c'est super. Toi, tu vas, j'espère, trouver l'énergie de continuer et moi, je vais avoir un beau rêve après t'avoir parlé. Voilà. Voilà, mais merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On a toujours des conversations en toute humilité très passionnantes. Donc j'ai eu envie de pouvoir reproduire ça avec toi dans un format immortalisé comme ça. Super. Non, mais moi, je suis toujours hyper preneur aussi. C'est toujours des conversations super stimulantes et on apprend plein de trucs des deux côtés. Donc, ouais, merci pour Ah, ça. bah, c'est génial. Bah, j'avais envie de parler avec toi parce que bien sûr c'est peut-être moins évident qu'avec certains métiers, mais on parle beaucoup des communautés de gamers, on parle beaucoup des nouvelles générations et je pense que le gaming est tellement un univers dans lequel on peut vivre que je trouve intéressant d'avoir une discussion avec toi autour de celles et ceux ou celles qu'on peut être dans ces univers. Mais peut-être d'abord, on peut commencer un petit peu par connaître toi, ton world à toi, ton univers. Alors, il y a une question que j'aime bien poser à tout le monde. C'est tout d'abord quel enfant tu as été, parce que je trouve qu'il y a le moi naturel qui s'exprime là-dedans. Et du coup, qu'est-ce qui rendait Alex heureux quand tu étais un gamin, que ce soit seul ou avec les autres, activités, jeux, qu'est-ce qui te rendait heureux? D'accord, ouais. Alors, quel enfant j'étais J'étais relativement, je pense, sociable. J'avais enfin, des amis. Voilà, j'étais pas comme tout le monde, hein, de temps en temps, j'avais des camarades de classe qui étaient un peu plus durs avec moi, mais c'était pas horrible. J'étais pas non plus le chef d'une bande ou hyper populaire. Donc ouais, je pense que j'étais plutôt dans la moyenne d'un point de vue autorité et rapport à l'autorité parentale ou à l'école. Je pense que ouais, je faisais pas spécialement énormément de vagues. Parfois j'ai des petits trucs, mais voilà. Donc pas d'énorme aspérité. Après, moi, ce qui me plaisait beaucoup quand j'étais enfant, ouais, j'aimais beaucoup effectivement lire, jouer avec mes Lego, être dans mon univers. Voilà, tu vois, j'avais dans l'appartement, on vivait à Reims. Il y avait une chambre d'amis euh, qui du coup était assez rarement occupée, dans lequel il y avait en fait un petit peu plein de jouets et je pouvais ouais, vraiment passer des heures à me raconter des histoires, comme pas mal d'enfants, hein, j'imagine. Mais c'est un truc que j'ai souvent gardé. Je me souviens que quand j'avais 13 ou 14 ans, donc a fortiori à l'époque, il y a, je sais pas, 25 ans, tu te dis que tu as peut-être passé un peu l'âge de jouer au Lego, mais avec un ami, on construisait ensemble une sorte de fresque en Lego, c'est genre comme une énorme base, et en fait, c'est un peu comme quand tu fais des dessins étant petit, où tu dessines par-dessus parce que tu fais l'histoire. Donc, tu as la première Ah, couche, génial. c'est ce qui s'est passé au début, puis après, c'est ce qui se passe après, et ton dessin, ça devient gribouillis. Et donc, nous, on faisait ça en Lego, quoi. On avait je sais plus, il avait une commode, je crois, qui était libre, sur lequel on avait commencé à construire cette base, et on se racontait des histoires, et on créait des personnages, puis on commençait à les mettre les uns les autres. Et en fait, quand tu arrivais que tu regardais ça, c'était un énorme foutoir. Mais pour nous, ça faisait sens, c'était une sorte Bah oui, ça a d'agression, vécu. voilà, des histoires. Donc, Ah, c'est trop bien. Donc à la fois avec les autres, donc un peu collaboratif, il y a du storytelling, il y a de la construction, du design. Tu te retrouves bien dans ton univers d'aujourd'hui, je trouve, le côté interactif et coloré avec un copain. ouais, ouais, non, c'est sûr qu'il y a clairement des parallèles, absolument, ouais. Ah, c'est cool. Et du coup, tu dis, tu as grandi à Reims. C'était plutôt, c'est comment Reims? Il y a de la nature autour ou c'est une ville? J'ai pas beaucoup été. Ouais, alors Reims, et toutes mes excuses à l'égard des personnes qui vivent à Reims aujourd'hui, hein. Moi, ça fait très longtemps que j'y suis pas vraiment retourné. Mhm.
La dernière fois que j'y ai mis les pieds, personne, c'était il y a plus de 10 ans. Mais quand j'étais enfant, donc en fait, Reims, c'est une ville donc de la Champagne. C'est là où sont Mhm. une grande partie des maisons de Champagne. C'est d'ailleurs pour ça que ma famille s'est retrouvée là-bas, parce que mon père a toujours travaillé dans le milieu des vins et spiritueux, Mhm. tout ce qui est vente et marketing et distribution. Donc là encore, enfin les chiens font pas des chats, j'imagine. Euh, et donc on s'est retrouvé là-bas, on a bougé quand moi j'étais tout petit, donc c'est vraiment le souvenir que j'ai de mon enfance, c'est Reims, de 2 mois à 16 ans. Et ouais, c'est une ville qui est intéressante, mais qui, comment dire, euh, moi ce qui m'a marqué à Reims, surtout quand j'y suis retourné récemment, et puis quand je devenais un peu plus âgé en étant ado, c'est qu'il y a une énorme, comment dire, une sorte de cassure dans la ville. Tu as un Mhm. canal en fait qui passe au milieu de la ville. Et d'un côté de ce canal, tu as tout le centre historique ou le peu qu'il en reste, parce que Reims a été complètement bombardé, notamment Mhm. pendant la Première Guerre mondiale, parce que la ligne de front était super proche. Hein. Tu peux aller dans des forts qui sont à 10 km en voiture, et ces forts, c'était une des dernières lignes de résistance après Verdun et tout. Donc Reims a beaucoup souffert, et donc tu as ce centre historique qui est d'un côté, où voilà, et qui est la partie de la ville assez affluente, et après tu as tout un côté de la ville qui est la nouvelle ville développée. Et ce qui m'a marqué, tu vois, et surtout quand j'y pense rétrospectivement, maintenant étant adulte, c'est qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui franchissaient jamais le canal, tu vois. Ou quand tu franchissais le canal, tu avais vraiment l'impression d'une frontière. Genre, ah D'accord. ouais, t'habites de ce côté du canal, tu vois. Et, On dirait un peu Berlin, côté gauche. ouais, non mais t'as raison, je pense que c'est peut-être un bon parallèle, parce que dans l'absolu, c'est pas qu'il y a un côté de la ville qui est nul et il y a rien. Ouais. Voilà, enfin, d'autant que là encore, hein, en toute humilité, finalement je connais assez peu Reims. Moi je vivais d'un côté de la ville, j'étais gamin, c'est ce que je voyais. Mais je pense que ouais, il y a vraiment une sorte de scission entre une ville historique où les gens Mhm. avaient l'habitude d'être, etc. Et puis une nouvelle ville qui s'est développée, avec peut-être parfois aussi des nouveaux projets sociaux, parce que de mémoire, c'est quand même dans cette partie-là de la ville où tu vas aussi trouver plus de logements sociaux, de centres associatifs et de choses comme ça. Et donc voilà, et donc tu avais un petit peu cette scission. Et moi, le souvenir que j'en ai, notamment aussi, c'est que mes parents m'avaient toujours dit que c'est pas pour eux, arrivant dans cette ville, il y avait un côté vraiment un peu très établi, un peu une bonne société ou de notables. En tout cas, eux, ils sentaient ça dans les milieux dans lesquels ils Mhm. évoluaient. Le Champagne, ma mère était dans l'hôtellerie, était aussi sans doute plus exposée à ça là-bas. Et du coup, ils sentaient ouais, vraiment un petit peu aussi cette scission. Et tu vois, ça venait peut-être de là. Voilà. Sorti de ça, non, j'ai eu une plutôt bonne enfance. Hein. Là, ce que j'ai dit, ça a l'air un peu peut-être un peu comment dire lourd, mais moi je le ressentais assez peu Ouais. jusqu'à ce que je devienne Mhm. plus vieux, plus mature. Et c'est une ville qui est voilà vraiment à taille humaine. En tout cas, là encore, quand tu vis plutôt dans le centre, il y a quelques banlieues, mais du Mhm. coup je pouvais, tu vois, marcher à pied, aller à l'école tout seul assez rapidement. Donc ouais, moi j'ai des assez bons souvenirs de Reims. Euh, Puis bien sûr, il y a des maisons de champagne, des visites des caves, tout ça, c'est hyper sympa. Ouais. Et donc, bien avant 16 ans, tu avais goûté au champagne, quoi. C'est la blague, c'est qu'à Reims, l'initiation au champagne, ça doit commencer dès le berceau, tu vois. Et, mais blague à part, je pense que la première fois que j'ai goûté du champagne, j'étais probablement très très jeune, et j'ai un souvenir de euh, la cave, ou plutôt le local à poubelle de notre immeuble. Et quand tu descendais, voilà, tu passais par le local euh, au moment des fêtes, genre ça débordait de bouteilles de champagne. Mais Ah c'était ouais, incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et c'est partie de la déco, quoi. voilà. Et les gens ouvrent, oui, très rapidement une bouteille de champagne pour célébrer, Mhm. fatalement, tu vois. Et c'est une habitude que j'ai gardée. Et je pense que je l'ai d'autant plus gardée qu'en fait, ici au Canada, le champagne, c'est un peu plus exceptionnel. Ouais. Euh, et du coup, c'est toujours un truc sympa, tu vois, quand tu veux fêter quelque chose. Bah, les gens pensent pas forcément encore à ça. Euh, Mhm. et puis, ça fait très français, donc ça m'amuse. Mais ça fait très français, mais c'est pas forcément le côté saucisson, baguette, croissant, c'est un peu Oui, différent. Donc, du coup, c'est un peu la magie des bulles. ouais, voilà, voilà, un peu la magie des bulles, voilà, exactement. Ouais.
Mais c'est marrant, je sais que c'est pas du tout pour ça que tu es allé aussi loin, mais c'est comme si tu étais allé loin pour, débanaliser le champagne. Genre, c'était devenu quelque chose qui n'était plus si magique et là, ça redevient magique, avec pas mal de kilomètres, Ouais, non, mais c'est enfin, je sais pas intentionnellement, mais c'est une bonne observation, c'est vrai. Quand tu pars d'un endroit et que tu le Mmh vois à mh. distance, tu le redécouvres. Et ça, c'est aussi bénéfique. Au début, c'est un peu parfois douloureux, mais je pense, là, il y a un film que j'ai vu, moi, là, cet hiver, qui m'est beaucoup resté en tête, qui s'appelle Past Lives. C'est un film de, je crois, A24. Et c'est l'histoire de deux amis d'enfance originaires de Corée du Sud qui se retrouvent après, je sais plus, une douzaine d'années ou plus séparés. Euh, et elle, la protagoniste, qui est celle qui part, elle part à New York quand elle a, je pense, 12 ans, tu vois. Donc moi, je suis parti de Reims, j'avais 16 ans, j'étais un peu plus vieux, mais bon, quand même, il y a des parallèles. Euh, Mmh mh. et à un moment dans ce film, au tout début, les parents discutent avec des amis à eux et leur disent qu'ils vont partir. Et les parents, ils ont des bons jobs, je sais plus, je crois que le père est, enfin, je sais pas, architecte ou avocat, enfin, ou journaliste, enfin bref. Donc leurs amis comprennent pas trop et leur font mais pourquoi vous partez? Vous êtes bien ici. Et je sais plus exactement la formulation qu'a la mère, mais elle dit quand on part, euh, on gagne aussi quelque chose, mais on sait pas encore ce que ça va être, tu vois. Mmh. Et je me dis ouais, c'est pas faux, effectivement. Tu sais ce que tu perds, mais tu vas aussi gagner quelque chose. De Et il y cadeaux en a, commun. voilà. Mmh. Ouais. Ah, c'est super et à 16 ans, tu es parti où? À Paris ou Alors à 16 ans, je suis parti en Mayenne. Donc la plupart des gens ne savent pas du tout où c'est. Parfois on me dit ah ouais, Cayenne, c'est sympa à côté de la ville de Nantes. Donc non, c'est pas tout à fait ça. C'est plus proche. C'est en gros entre Laval et Le Mans. C'est dans les Pays de la Loire. D'accord, Donc tu as la rivière de la Mayenne qui passe dans la ville de Mayenne, qui a donné d'accord. son nom au chef-lieu au département de la Mayenne, voilà, qui est connu donc pour ses camemberts et ses fromages, mais surtout le camembert. Voilà. OK. Le bon mayonnais, c'est très très bon. On en Tu es trouve un passé de camembert. Champagne à Camembert, c'est génial. Voilà. Ah, des produits de l'artisanat français, tu vois, de la Ouais, gastronomie. c'est Donc formidable. voilà, donc il y a un petit lien. Mais donc ouais, t'as beaucoup de camembert, il y a du calva, du cidre, voilà. Et donc je suis Mmh parti là mh. parce qu'en fait, mon père, une partie de sa famille est originaire de cette région. Mmh mh. Il est, je crois, théoriquement né là, comme moi théoriquement en fait je suis né à Paris. Mais très vite ses parents sont partis ailleurs, donc eux, ils sont pas partis à Reims, ils étaient partis à Rennes. Et après, parce que oui, c'était la guerre en plus quand il est né. Mmh mh. Et puis après, ils l'ont renvoyé chez ses grands-parents, donc à Mayenne, dans la Mayenne, pour faire, je sais plus quoi, première terminale, voilà. D'accord. Et donc il était en pensionnat. Ouais, je crois que c'était un peu étrange. Il était en pensionnat la semaine et le week-end chez ses grands-parents, qui étaient à Mayenne. Euh, et donc il a un attachement pour la région, il a des vieux amis qu'il a retrouvés, Mmh mh. et surtout une vieille propriété de famille qui était à l'abandon, euh, et qu'il a pu du coup racheter à la tante à qui ça appartenait et retaper au fil des années. Donc à un D'accord. moment, voilà, le travail ça suffisait, ils avaient le sentiment que bon, ça allait aller pour la retraite, et ils ont fait le saut d'aller dans cette maison qu'ils avaient retapée. Donc moi j'ai fait première et terminale en Mayenne. J'ai juste fait 2 ans vraiment. D'accord Voilà. et alors ça a été compliqué, tu perds tes potes, tu as l'âge adolescent, faut reconnecter avec des gens, en plus les examens les plus compliqués, de la période scolaire, Ouais, c'est pas simple. C'est sûr que c'était pas forcément évident. Et je pense que pour moi, une fois que le mouvement s'est fait, ça allait, Mmh. parce que j'avais un peu fait mon deuil. Mais c'est Mmh plus mh. quand mes parents m'ont annoncé le projet, parce que tu vois, ils rachètent une maison, on se retrouve aller à Ouais. la maison assez souvent. Tout ça, ça dure 4 ans quand même. Ils la retapent petit à petit, donc tu te dis c'est quoi un peu Mmh. le endgame, quoi. Voilà, c'est où on va. Et mais non, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour me Ouais. préparer, m'expliquer. Mais du coup, ça a été très dur ça au début, parce que quand j'ai pris conscience de ce changement, moi j'avais 11 ou 12 ans, donc les années où tu commences collège et tout, c'est des années pas toujours faciles, donc pas simple, t'as un peu cette Mmh épée mh. de Damoclès et tout. Euh, c'est vraiment là, je pense, où j'ai le plus, entre guillemets, souffert, ou en tout cas, je me suis fait des nœuds au cerveau. Je crois que j'avais même vu un psy pour enfants très rapidement. Mmh. Ça n'avait pas non plus duré longtemps parce qu'au final, c'était pas une réaction choc. Tu vois, Mmh mh.
j'avais pas de vrais problèmes qui avaient besoin d'accompagnement, mais j'avais besoin d'en parler. Voilà. Mmh. Et une fois qu'on est parti, en fait, ça a été. Bien sûr, bah ouais, tu perds un peu tes amis, tout ça. Le truc qui était important aussi, c'était et ça, les gens de l'école avaient été. J'avais eu un rendez-vous avec un conseiller d'orientation et peut-être la directrice ou je sais plus quoi, mais ils avaient été très, comment dire, très voyants avec moi. Ils m'avaient dit, écoute, tu viens d'une assez grande ville de Reims, tout Mmh. ça. Tu vas arriver dans une ville de campagne, c'est un peu différent. Fais attention à pas passer pour le type qui sait mieux que tout le monde ou tu vois Oui, parce que oui naturellement as été exposé à des les choses que tu connais préjugés pas. qu'on va avoir, de toi, Donc les gens pourraient rapidement te juger, tu pourrais rapidement donner une impression dont t'as pas envie. Mmh. Et aussi indirectement, tu vois, sois humble, parce que les gens ici vivent différemment et connaissent des choses que toi tu connais pas. Et c'est vrai, Mmh. moi, la campagne, j'y avais jamais vécu, hein, donc tu vois, enfin, et je suis toujours malgré tout, enfin, c'est que 2 ans, mais je reste un citadin, donc je suis absolument Mmh. nul en termes de verger potager, alors que j'aimerais bien, mais bref. Euh, Mmh. donc voilà. Et donc ça avait beaucoup, ouais, beaucoup aidé. Et ouais, au final, ça s'est pas si mal passé. Je me suis fait des bons amis. Après, tout le monde est un peu parti de la Mayenne aussi parce que pour l'université, il y a vraiment rien. Ouais. Il faut aller à Rennes ou à Angers ou alors tu vas à Paris. C'était mon cas. Euh, donc le truc un peu plus triste sur la longueur, c'est que quand j'y retourne, mes parents habitent toujours là-bas. J'ai pas des masses de contacts. Je vois mes parents, leurs amis, un peu de famille, mais voilà. Mais Mais c'est super le fait qu'on t'ait un petit peu prévenu. Déjà, sans doute que c'était des profs qui avaient eu l'expérience auparavant, d'autres jeunes venus de ville peut-être, mais tu vois, typiquement dans la thématique de cette émission, c'est aussi des choses que j'interroge beaucoup, de savoir, bah, quand tu vas rencontrer des personnes différentes de toi, comment tu crées ce pont? Comment tu arrives à écouter? Et je trouve que le préjugé anticipé est vraiment pas mal, parce que ouais, ça nous montre un petit peu le rôle, de ces personnes intermédiaires, dans une transition possible, et je pense que ça arrive, à plein de gens, même dans des entreprises. Tu viens débarquer dans une boîte, soit tu es hyper jeune et surexcité et on te prend, pour, un monsieur je sais tout ou que sais-je, mais voilà, c'est je trouve que c'est hyper intéressant cette aide. ouais, et tu vois, on en a parlé toi et moi, mais effectivement, oui, dans le milieu professionnel, ça arrive, tu as toujours une étiquette, les gens ont une perception. Et je pense que Ouais. ça, c'est quelque chose. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime bien ces discussions avec toi et ce genre de discussion, parce qu'en fait, c'est pas des choses auxquelles moi, forcément, je réfléchis. Hein, je pense Mmh. pas. Je suis assez mauvais pour réfléchir à mon passé. J'ai tendance à vite oublier des trucs, ou en tout cas, un peu à les mettre à distance. Mais du coup, le travail réflexif comme ça, c'est intéressant parce que quand j'y pense, c'est quelque chose qui m'accompagne toujours depuis le début dans ma vie professionnelle. Cette idée de toujours penser à la manière dont tu es perçu, non pas Oui. parce que je suis vain et que je veux qu'on m'aime, Mmh. ça tout le monde le veut dans une certaine mesure Oui, aussi, bien mais sûr. je pense pas que je suis moins mieux ou pire que d'autres, mais plus parce que j'ai cette conscience de effectivement les gens arrivent avec une grille de lecture, il y a des certaines Mmh. impressions et c'est Mmh. inévitable et il faut en être conscient et il faut naviguer ça. Et quand je suis arrivé au Canada, enfin longtemps après, hein, maintenant Mmh. ça fait 10 ans, mais quand j'ai après avoir commencé dans ma vie professionnelle, j'ai bougé ici. On m'a dit exactement la même chose aussi. Tu vois, c'était ouais une conseillère des RH qui accompagnait les gens qui faisaient de la, je sais plus comment on dit en français, en anglais ils appellent ça relocation, Mmh. du relogement, de l'expatriation. Oui, de Ouais, l'expatriation, c'est le mieux. ouais, Insertion, expatriée. exactement. Insertion expatriée et elle m'avait dit ouais voilà fais attention tu viens de la France Paris il y a une certaine image tout ça. Euh, Ici c'est Vancouver c'est le Canada c'est une Mmh. ancienne colonie donc les gens ont aussi un rapport à la métropole qui est toujours un peu Mmh. différent. Alors j'avais de la chance j'étais pas anglais parce que les anglais sont encore plus compliqués. Euh, c'est l'ancienne mère patrie. Donc t'as Ouais. souvent un peu le sentiment que parfois les types te toisent. Voilà. Et, et ouais, ça m'a toujours accompagné, ça m'a vraiment beaucoup servi. Ouais, moi, c'est quelque chose que j'avais aussi parfois quand j'allais en Turquie pour des stages en été, parce que j'avais envie d'en profiter pour voir ma famille en même temps et de faire mes stages. Donc plutôt que de faire ça à Paris, j'ai fait pas mal d'agences de pub, à Istanbul. Et ça, moi, on me l'avait pas dit. Mais le fait d'être étudiante de Paris qui va à Istanbul pour un stage,
Il y en a qui m'avaient vraiment envoyé les lasers en mode Ouais. pas besoin de venir ici et de nous piquer le peu de place qu'il y a en agence, etc. Bon, après, heureusement, les gens, une fois que tu as un peu galéré et que tu as eu le bizutage, après, tu te fais des amis. Mais je pense que moi, il y a eu plein de fois où ça m'aurait bien servi. Non pas que je me la racontais, mais j'avais pas cette idée-là. Surtout que j'ai pourtant été étrangère étant enfant et je pense que j'ai plus eu ces réflexes envers des Français de je suis l'étrangère que je me suis jamais attendue à ce que les gens pensent que je me croyais au-dessus. J'avais toujours plutôt l'envie de prouver que non, je suis égale. Mais c'est vrai que c'est aussi arrivé à l'inverse et ça m'a toujours choquée parce que je pense que du coup, moi, enfant, j'avais eu autre chose qui m'avait été ancrée dans ma tête de essaye de t'intégrer. Mais je m'étais jamais dit, ah, on va peut-être croire que je me la raconte. Mais c'est intéressant, ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, dernier point là-dessus, mais c'est, tu vois, moi, il y a j'ai une amie qui a fait un doctorat récemment, tout ça, et qui, son étude portait sur l'intégration des gens par le langage localement. Mhm. Voilà, enfin, je simplifie, hein, c'est un peu plus Mhm. spécifique que ça. Et en fait, grâce à elle, elle m'a amené à réfléchir à ma pratique, tu vois, du langage ici. Et Mhm. Vancouver, c'est anglophone, je parle beaucoup anglais. Avec ma compagne, on parle aussi anglais, parce qu'elle est d'origine philippine et c'est notre lingua franca. Voilà, c'est le terrain neutre. Mais elle aime beaucoup le français, naturellement, hein. Je la force Mhm. pas, hein, mais c'est juste, elle a une sœur qui vit en France, qui a été mariée à un Français, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc, par moment, elle veut parler français. Et moi, j'ai un peu de mal, j'ai une réticence qui est un peu étrange, hein, parce que c'est Ouais, quelqu'un qui c'est vient clair. vers moi, et j'ai du mal à comprendre ça. Alors, il y a une partie, je pense, c'est purement pratique et fonctionnel, c'est-à-dire que des fois, on doit parler d'un truc, si tu galères avec le langage, à un moment, je vais juste switcher. Bon, voilà. Oui, bien sûr. Euh, Ça, c'est bête et méchant. Mais il y en a une autre dont je me suis rendu compte quand je faisais du coup cette interview avec l'ami sur l'intégration par le langage, c'est qu'en fait, je pense que j'ai une personnalité un tout petit peu différente quand je parle anglais et français. Et la raison de ça, c'est que quand je parle anglais, même si maintenant j'y suis très habitué, très souvent quand même, je vais par moment être amené à me souvenir que c'est pas ma langue maternelle. Mhm. Soit parce qu'il y a quand même parfois un mot qui me vient pas, ou je me rends compte que tiens, je suis fatigué, j'ai prononcé un truc bizarrement. Ou, tu vois, enfin, je veux dire, on n'efface pas 30 ans de vie sur le territoire Ouais. français, quoi. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que je trouve que, un, ça m'oblige à mettre un pied en dehors et à toujours me prendre conscience que on est dans des rôles différents, toujours. Je Ouais. veux dire, on est soi, mais en fonction des gens avec qui on est, et je ne parle pas même de manière intentionnelle et Mhm. manipulatrice, mais voilà, en fonction du contexte des gens, pro, perso, de qui c'est, Mhm. on rentre dans un rôle un petit peu différent, que ce soit le rôle que nous on choisit consciemment ou non consciemment, mais le rôle aussi que les gens nous mettent, dans lesquels les gens nous Mhm. mettent. Et le fait du coup d'avoir une langue dans laquelle tu es malgré tout quand même toujours en décalage, pour Mhm. moi c'est un garde-fou assez intéressant. Et ça, j'aurais pas pu le deviner avant de vivre ici, mais ici et en Amérique du Nord en général, les gens se définissent comme beaucoup par leur travail. Dans le jeu vidéo, qui est un métier passion, un métier du divertissement, enfin que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs d'ailleurs, mais tu aussi as tendance à faire beaucoup ça. Et du coup, j'ai vu que ici, enfin au fil des ans, j'ai plus tendance, tu vois, c'est plus dur pour moi de mettre le travail à distance dans mon identité. Ça devient plus consubstantiel. Et Mhm. je trouve ça un peu dangereux à un certain moment. Et le fait d'avoir la langue comme ça qui force un décalage, et du coup qui invite aussi un décalage avec bah, ça, ta question de l'identité en général, comment tu te définis par le travail autre, je trouve ça ouais, relativement sain. C'est comme une limite bienveillante, quoi. Mais j'ai bien aimé quand tu as parlé de lingua neutra, parce que c'est aussi chacun fait un effort. C'est pas juste tu parles ma langue et on va vivre dans mon pays et dans ma langue et je vais en oublier ce que ça peut représenter pour toi de t'exprimer. Mais du coup, quand, comme tu dis, quand les deux font cet effort, du coup, il y a peut-être une équité qui se retrouve. Et qu'est-ce que tu penses de... Parce que parfois, je me dis, on retrouve parfois des émotions et des valeurs plus universelles dans une langue dans laquelle on est plus limité. Je trouve que souvent c'est très mignon d'observer des gens qui connaissent très peu de mots dans une langue commune et tu les vois et ils font des petits ah ah oui c'est la fête de fin d'année
et les enfants, ça va, tout va bien. Et donc tu réduis à pouvoir parler de peu de choses, mais au final, parfois tu te dis, bah ils auraient pu raconter la politique, le truc, et au final l'intention est la même, c'est de se connecter. Mais c'est assez marrant. Non, c'est vrai, bah, c'est forcément oui, la barrière du langage va parfois changer un peu ce dont tu parles, comment t'en parles. Euh, Comme tu dis, parfois ça t'amène sur des conversations Mhm. euh, qui sont, j'ai pas envie de dire basiques parce qu'il y a un jugement là-dedans et je pense pas que enfin, je suis pas d'accord avec ça, mais des conversations qui sont Essentiel peut-être. essentielles, voilà, qui sont, tu vois, Ouais. grounded, ancrées dans ce Ouais. qui est là, voilà, parce que tu vas pas pouvoir rentrer, je sais pas à quoi, mais dans les subtilités du gerrymandering, des Ouais. circonscriptions américaines, tu fais bon, voilà. Et donc tu vas parler de ce qui est là, des gens et tout, donc ça te force, en fait c'est ça, ça te force à être dans l'instant, et Ouais. notamment aussi à utiliser ce que les gens disent. Donc ouais, ça c'est positif, hein, être dans l'instant. Pour moi, c'est un des gros problèmes du monde Mm. aujourd'hui, hein. On a tous ce problème-là. On a plein de distractions, on fait des métiers aujourd'hui qui nous invitent à avoir plein de distractions, à Mhm. garder les yeux sur plein de différents canaux de communication, qu'on ait Slack, les emails, le Ouais. téléphone. Enfin, tu vois, donc c'est très dur en fait d'un moment de genre te focaliser sur un truc et de 100% y donner ton attention Ouais. et le ressentir. Donc ouais, Et l'effort fait ça, ouais. Être dans l'effort te bah, force. C'est comme au yoga, tu peux pas penser à la liste des courses, sinon tu perds ta position. exactement, Ouais. tu vois, ça te limite, et parfois les limitations sont bonnes, et voilà. Et l'autre chose auquel ça me fait penser, c'est que quelque chose que j'ai vraiment bien aimé à Vancouver quand je suis arrivé, c'est que la majorité, enfin, moi, je sais pas si la majorité, mais je crois que quelque chose comme 40% de la population parle une autre langue dans le cercle privé que l'anglais. Et 50% de la population de Vancouver est née dans un pays étranger. Ah Euh, ouais. ouais, ouais. Et donc du coup, tu as un truc où tu as plein de gens ici qui parlent l'anglais mais avec des accents très différents, Mhm. qui parfois vont avoir parfois des petits trucs, des manquements ou des trucs qu'ils trouvent pas. Mais je trouve que naturellement, il y a quand même un peu moins de jugement. Alors je dis pas qu'il y en a pas du tout, hein, il y en a Oui. toujours. Et j'imagine que il y en a que même moi je vois pas, tu vois. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a des gens qui jugent parfois la manière dont je parle, voilà. Mais c'est moins, tu le prends moins dans la face que, tu vois, C'est un que outil, en fait. On ne le voit plus comme maîtriser ou non une langue. Au Luxembourg, c'est pareil. Enfin, plus de 50% de la population est étrangère et il y a 3 langues officielles ou presque 4 hein, maintenant. Et ils sont en train d'ajouter l'anglais aussi. Et comme tu dis, je suis habituée à entendre plein de langues avec des accents dans tous les sens. Et au bout d'un moment, c'est vraiment un outil. ouais. Ouais. Et pour faire peut-être la transition, tout à l'heure quand tu parlais justement des rôles, etc., tu parlais dans l'univers du jeu vidéo et tu disais c'est passion et métier. Est-ce que tu peux un petit peu, du coup, si tu devais un peu lister les étiquettes de ton identité selon toi, et j'imagine donc que le gaming va en être un, qu'est-ce qu'il y aurait dans ces listes d'étiquettes qui t'ont mené sans doute à ce métier? Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a? Moi, Donc français, voilà, champagne et français. camembert. Voilà, donc ça c'est inévitable. Et après, voilà, en même temps avec ce côté très français, la chance que j'avais eue aussi, c'est que mon père étant en fait représentant en vin et spiritueux, son dernier rôle, je crois qu'il était directeur export pour Mhm. Ruinart, une bonne maison de champagne, hein. Et, euh, et en fait, lui, il était toujours euh, dans des avions, toujours en voyage, toujours à l'étranger. Donc j'ai aussi eu la chance, tu vois, de rapidement Mhm. avoir une fenêtre, un point de vue sur c'est quoi être français dans un milieu qui est pas français et comment les gens Mhm. perçoivent cette identité. Parce que je me suis retrouvé des fois avec des amis à lui qui sont étrangers ou même parfois en voyage professionnel, il pouvait nous amener. Voilà. Donc ça, je pense que ça a été un truc qui a été assez aussi bénéfique, tu vois. Une vision internationale, multiculturelle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment je pense, que c'est le multiculturel, le fait de prendre conscience. Pour moi, c'est vraiment c'est le step out, tu vois, le fait de Mhm. réussir à prendre un pas de recul par rapport à quelque chose dans lequel tu es tout le temps immergé, et à Mhm. pas te dire c'est mieux ou moins bien, mais à te dire ah putain ok, tout est pas comme ça. Mhm. Et du coup, et tout est pas comme ça pour les autres personnes aussi, et donc il faut en être conscience et savoir naviguer et se mettre voilà sur les mêmes longueurs d'onde. Donc Mhm. ça ouais c'est un truc qui est important.
quelque chose d'autre qui m'a toujours un peu fasciné, c'est alors oui, moi il y a des trucs que j'aime, hein, bien sûr, j'ai des passions, le jeu vidéo, j'aime beaucoup le cinéma, on en a déjà parlé par le passé, tout ça. Mais il y a un truc qui m'intéresse beaucoup en fait, et c'est pour ça que je trouve ton émission là hyper chouette, c'est aussi de comprendre pourquoi les gens aiment des trucs et ce qui les intéresse, tu vois. Euh, Mhm. et c'est un peu le problème du conseiller d'orientation. Moi, quand j'étais gamin, je savais pas trop ce que je voulais faire. Quand tu es suffisamment jeune, toutes les portes ont l'air d'être ouvertes. Tant que t'es pas vraiment trop mauvais élève, si t'es moyen, tu te dis je peux faire un peu plein de trucs, qu'est-ce que je veux faire? Et, et du coup, très rapidement, moi, je me suis mis un peu à parler à des gens pour avoir une idée de c'est quoi leur métier, machin, tu vois, ou lire des trucs. Genre, j'aime le cinéma, j'ai envie de lire, bah, comprendre comment sont faits les films, Mhm. euh, par curiosité, mais aussi pour me dire, tiens, est-ce que c'est des trucs qui pourraient m'intéresser? Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours suivi parce qu'en fait, contrairement à beaucoup d'enfants, j'ai pas souvent eu un truc genre je veux être astronaute ou pompier ou Ouais. je crois qu'à un moment, j'aimais beaucoup les dinosaures, mais je suis pas sûr que j'avais envie d'être archéologue. Euh, Mhm. et pilote de chasse, ça me plaisait bien, mais après très vite, bon, j'étais asthmatique, donc théoriquement à l'époque, c'était pas, enfin, même aujourd'hui, je pense, que c'était pas génial. Mais en fait, Mhm. voilà, très vite, mes rêves ont été genre, ouais, peut-être pas. Euh, et ça m'a, je pense, beaucoup servi bah, après dans marketing, publicité, le travail que je fais aujourd'hui, où en fait tu observes des audiences, Mhm. des groupes de gens, et tu essaies de comprendre ce qui les fait tiquer, ce qu'ils aiment. Et ça, c'est un peu le Graal, hein, mais ce dont ils n'ont pas encore conscience et qu'ils pourraient aimer. Voilà. Parce que, comme le dit la citation apocryphe, et apparemment totalement fausse, mais qui est prêtée à Henry Ford, c'est que s'il avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils n'auraient pas pensé à une voiture, ils auraient dit Oui. un cheval qui est plus rapide, quoi. Voilà. Donc, Mhm. bon, même si la situation est fausse, la teneur, à mon avis, est plutôt juste. C'était avant qu'on appelle les insights des insights. Voilà, exactement. Donc au final, tout ça, c'est des insights, tu vois. Ouais, Mais moi, c'est ça ça. m'a toujours intéressé. Mhm. En plus, je pense, étant enfant unique, c'est un autre truc. Euh, Enfin, enfant unique. Euh, je dois préciser parce que j'ai un demi-frère. Mhm. Enfin, j'avais deux demi-frères. Il y en a un qui est décédé il y a très longtemps. Et j'en ai Mhm. un autre que je vois assez peu d'un précédent mariage de mon père. Et, euh, et si tu veux, bon, comme c'est vraiment très peu vu. Au final, j'ai quand même vécu comme si j'étais enfant unique. Mon père Oui. était tout le temps dans les avions, très pris. Ma mère bossait beaucoup, donc en général, après l'école, j'allais chez une nounou ou une aide scolaire ou quelqu'un qui gardait un œil sur moi et s'assurait que je fasse les devoirs. Euh, et puis voilà. Et j'ai pas du tout été malheureux, j'en veux pas à mes parents, je les aime Mais beaucoup. tout ça, ça fait qu'on apprend à beaucoup s'occuper, à vivre beaucoup dans son cerveau, dans la culture, dans la Voilà, s'inventer des univers, oui. t'apprends à t'occuper, et puis à un moment, tu prends aussi un petit peu conscience, et je pense que c'était mon cas, qu'en fait, Mhm. t'es un peu seul, en tout cas au départ, tu vois, tu commences en étant une unité, genre je suis seul, j'ai des parents mais ils sont pas toujours là, j'ai un demi-frère mais bon, la situation fait que c'est comme s'il n'était pas Mhm. là, et tu te rends compte que bon, enfin quand même le monde c'est pas ça, et donc tu as besoin de parler à des gens, Mhm. de comprendre, tu vois, De connecter, voilà, parce que mhm. tu aurais peut-être ça plus naturellement si t'es dans une grande famille. Tu parles à des Oui. gens, t'as des frères, des sœurs, machin, que tout le monde est différent. Euh, c'est pareil, mes parents, ils vivaient dans une partie de la France où on n'avait pas le Mhm. cercle familial paternel et maternel était ailleurs, donc on voyait assez peu la famille étendue aussi, tu vois. Euh, et donc voilà, si dans des familles de composition et de dynamiques différentes, tu es peut-être naturellement davantage exposé euh, à des gens qui sont différents et juste à des gens en général. Mhm. Mais moi, j'ai pas eu ça. Alors, j'aurais pu devenir très renfermé, c'est possible, et peut-être qu'une partie de moi l'est, hein. Il y a des fois où j'aime bien aussi être tranquille. Oui, bien sûr. Mais quand j'ai rechargé mon énergie, ouais, j'aime bien, voilà, parler avec des gens et puis juste voir un peu comment ils sont et pourquoi ils sont comme ça. Ouais, essayer de comprendre, observer, mais du coup, ceci explique le fait qu'on s'est connus en tant que planeur stratégique, où, on était en train d'utiliser des, outils comme, SimTGI et cetera, qui
pour ceux qui ne connaissent pas, ça signifie quoi? Ça signifie tout plein de chiffres pour nous dire les comportements des Français à l'époque. Surtout, on travaillait vraiment les Français. Parfois, on avait accès à des datas Europe où on pouvait définir alors telle population, tel CSP, tel âge, tel sexe. Qui aime la musique de rock, c'est quoi ses sorties préférées, les médias qu'ils consomment, etc. Donc, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Alors déjà, est-ce que tu utilises encore des outils comme ça pour comprendre les gamers dans ton métier actuel? Est-ce que ça a beaucoup évolué? Parce que ça fait quand même ouais, bientôt 14 ans qu'on s'est connus là-bas. Oui, en quoi ça a évolué tes outils pour comprendre l'humain et ses comportements, ses préférences et quel est ton regard critique aujourd'hui sur à quel point on les comprend vraiment? Ouais, alors les outils, j'utilise moins d'outils comme les outils ouais, SimTGI d'agence de pub parce que c'est pas qu'il y en a pas dans le jeu vidéo, a fortiori si tu Mhm. travailles pour des grosses boîtes, des gros jeux à gros budget où effectivement il y a toute une partie marketing hyper robuste, mais c'est plus effectivement les agences qui vont utiliser ça. Euh, et aussi après, quand tu penses vraiment au domaine du jeu, je pense qu'une clé d'entrée qui est intéressante, c'est moins des facteurs socio-économiques. Et du peu que je suis en lien encore avec la pub et les amis dans la pub, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui change là. C'est qu'en fait, enfin, il y a plein de gens qui n'ont pas des tonnes de pognon et qui vont aller acheter le nouvel iPhone. Donc, à un moment, tu te dis, tu peux dire oui, mais c'est parce que c'est Apple, Reality Distortion Field, tout ce que tu veux. Non, la vérité est que si tu retrouves ça ailleurs, il y a plein de gens qui n'ont pas des tonnes d'argent qui vont aller acheter un sac Vuitton. Et voilà. Et donc, euh, le problème ou la limite des critères socio-économiques, c'est que c'est en fait une approche, alors on dit rationnelle, mais j'aime pas dire ça parce que je pense que ce dont je vais parler après est aussi rationnel. Mais c'est une approche ouais, par des critères socio-économiques. Voilà. Mhm. Mais les gens ne pensent pas forcément aux critères socio-économiques, ne sont pas que des agents, surtout économiquement. Les gens sont des agents Oui. économiquement mauvais. Enfin, je veux dire, tu vois les rapports sur les Américains qui ont, enfin, la moitié des foyers ont pas plus de 2 mois, je crois, d'économie de salaire et après, ça y est, ils sont dans les dettes. Enfin, Mhm. tu te dis voilà, Ils ont voilà. 7 cartes de crédit en moyenne. Voilà. Ouais. Alors, le système est aussi compliqué, le système Ouais. est prédateur, hein. Je ne dis pas que les gens sont cons, c'est pas du tout ça. Mais voilà, on n'est pas des bons agents économiques. C'est pas Mhm. juste notre faute, c'est aussi l'environnement. Donc, approché par ces critères-là, ça trouve ses limites. Des critères Mhm. sociaux, c'est plus intéressant, mais surtout des critères psychosociologiques. Mhm. Et en fait, dans le jeu vidéo, il y a une, je peux pas dire révolution, c'est un terme un peu galvaudé, mais il y a une prise de conscience qui s'est faite, je pense, il y a maintenant bien 15 ans, euh, qui est que tu as des modèles de psychologie, et notamment il y a le modèle Ocean. Voilà, donc c'est 5 piliers de psychologie, donc je me rappelle plus tous les acronymes, enfin tout ce que veut dire l'acronyme, mais c'est openness, Mhm. to experience, euh, t'as le and change, euh, ouais, là, tous les, chaque lettre c'est une variable. Et en fait, chaque lettre est un spectre sur lequel tu peux te situer. Et, D'accord. et c'est pas bon ou mal, c'est juste, voilà, t'es C'est des différent. profils Ouais, comportementaux un peu. exactement. C'est comme c'est comme les tests de personnalité Ouais. ou quand maintenant on commence à comprendre que des gens sont neurodivergents et donc Mhm. et que par exemple ils sont pas forcément autistes, que même parler juste de autisme tout seul, c'est parce que voilà, ça veut pas dire que ces gens ils peuvent pas faire des trucs, ils peuvent faire plein de trucs C'est le plein de spectre en fait. voilà. Mm. On est tous faits un peu différemment, et parfois tu as une petite minorité qui est faite très différemment, mais qui aussi peut faire des trucs incroyables. Voilà. Mhm. Donc, et Mhm. donc dans le jeu vidéo, c'est vraiment ça, je pense, qui est essentiel de comprendre ça, parce qu'après, ça va vraiment beaucoup affecter le type de jeu que les gens aiment. Tu vois, est-ce Mhm. que c'est des jeux qui sont plutôt sur la compétition, ou à l'inverse, plutôt sur la coopération? Est-ce que c'est des jeux où tu vas socialiser, ou à l'inverse, c'est plutôt des expériences qui sont en solo? Euh, Après, qu'est-ce qui est important pour toi aussi dans des trucs tout cons de gestion du temps? Tu vois, moi, je joue beaucoup en solo parce que euh, parce que c'est plus simple avec la vie que j'ai aujourd'hui et tout ça. Euh, Mhm. et puis d'autres raisons qui sont que parfois, je trouve quand même en multi dans le jeu vidéo, on n'a pas résolu la question de la toxicité. Bref, donc, moi, je joue beaucoup en solo. Après, j'aime bien jouer en solo à des jeux qui sont où je vais m'immerger un peu, je vais prendre plusieurs heures, tu vois, à chaque fois, Mhm. je vais faire des grosses tranches. Parfois, hein, très séparées, mais c'est un peu mon mode de fonctionnement.
Mais c'est parce que par exemple j'ai pas d'enfant, j'ai une vie où je peux un peu faire ça, tu vois. À l'inverse, j'ai des amis qui eux sont toujours des joueurs solo, qui ont une vie qui s'est architecturée de manière un peu différente. Et donc eux, ils ont des trucs qui sont beaucoup plus courts. Et donc ils vont préférer des jeux, notamment un type de jeu qu'on appelle les roguelites. Donc les roguelites, il y a plein de variantes dans tous les genres de jeux, hein. Tu as des shooters, tu as des jeux de cartes, tu as des jeux de plateforme. Le Mhm. roguelite, c'est juste une mécanique qui veut dire qu'en fait, le principe du jeu, c'est que tu essaies d'accomplir, on va dire en gros de finir un niveau, tu essaies d'arriver à un objectif. Très probablement, tu vas pas y arriver, tu vas mourir. Et donc tu vas recommencer du début, mais tu perds pas tout. Lors de ces premiers essais, tu as acquis des pouvoirs, Mhm. de la progression de ton personnage qui reste, qui est permanente. Voilà. Mhm. Et tu vas pas en plus recommencer exactement la même chose, que sinon ça commence à être parfois un peu chiant de Ah, faire mais, ouais. 50 fois le même truc. Mais le niveau, les challenges qui sont donnés vont être un peu différents. Voilà. Mhm. Euh, En tant que game designer, par contre, ce que font les équipes, c'est qu'elles s'assurent que la difficulté soit la même, mais Oui. ce qui va être présenté est différent. Puis après, si tu as passé ce palier, cool, tu arrives au deuxième palier, et là, et, Ça, c'est un nom, tu as dit, cette, ça s'appelle des roguelites, les voilà. roguelites. Ok. Roguelite, ouais, ça vient de rogue, qui est enfin rogue, si je le dis vraiment en anglais, euh, D'accord. qui est un jeu sur ordinateur qui a, je sais pas quoi, moi, 25 ou 30 ans, D'accord. qui était un jeu, tu sais, enfin, ça utilisait même pas vraiment des graphismes, ça utilisait Mhm. Rogue de mémoire, ça utilisait les caractères de l'alphabet et du clavier pour symboliser un espace. Donc, genre, il y a des D'accord. traits pour faire les murs, l'arrobase, c'est le joueur qui bouge, voilà, sur des cases. D'accord. Tu vois. Et le principe de jeu, c'était qu'effectivement, tu allais explorer un donjon, que très probablement, tu n'allais pas réussir à arriver au bout la première fois, Mhm. donc tu allais mourir, mais quand tu mourais, tu gardais certains des objets que tu avais récupérés, genre une épée qui te permet de taper plus fort, des trucs comme ça. Euh, D'accord. et donc c'est quelque chose dont s'est emparé le jeu vidéo là les 5-10 dernières années, et que tu retrouves dans maintenant mais plein de jeux, et que ce soit des jeux indépendants, des grosses machines, des shooters, etc. D'accord. Parce que c'est très intéressant en termes de... Au final, le jeu, pas que le jeu vidéo, hein, mais le jeu en général, c'est quand même une expérience qui par nature est répétitive. C'est Oui, oui, une, oui. une série de règles, un Mhm. cadre qui va pas énormément changer. Parfois, ça évolue un peu au fil de la progression du jeu, mais quand même, tu as ça qui est depuis le départ. Et puis voilà, et puis du coup, tu refais tes trucs. Et si les interactions te plaisent et que tu es dans le flow, bah, c'est pas un souci. Mais le roguelite permet d'ajouter bah, justement de la variété qui casse un peu la répétitivité. Mais j'ai envie là, merci déjà parce que je découvre ça et moi j'avais jamais autant joué que ces dernières années, on s'en est un peu parlé, j'ai un chéri qui est gamer et moi, je cherche un peu ce qui, moi, peut me plaire. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il faut que l'univers soit, beau, coloré, j'aime bien tout ce qui est un peu illustratif, genre, peut-être que tu connais Ori, Ouais, ou Hollow Knight, ces jeux-là qui sont très visuels. Mais du coup, ce qui était très surprenant pour moi, c'est à quel point un gamer doit être patient. Parce que, comme tu le dis, tu peux perdre plein de fois et recommencer, recommencer, recommencer. Et quand je vois, enfin moi, il y a plein de fois où j'aurais lâché, mais quand je vois mon chéri à côté qui est en mode très assidûment, il respire un coup parfois, oui, il lâche un peu la respiration pour se dire allez, c'est reparti. Mais je sais pas si c'est connu des gens qui sont pas joueurs que les gamers sont d'une patience redoutable, d'une persévérance. Et en effet, par exemple, là où dans ce jeu Ori, quand tu meurs, tu pouvais gagner ce pouvoir de décider où tu vas réapparaître quand tu meurs. Bah, dans l'autre jeu auquel je jouais, Hollow Knight, tu devais à chaque fois retourner à un endroit qui pouvait être très loin. ouais. Et du coup, en effet, j'ai un peu lâché au bout d'un moment, après avoir beaucoup joué quand même. Et ce que tu me décris là, c'est assez intéressant. Mais du coup, ça me fait penser à un moment donné, il y avait, bon, ça date, hein, je sais, comme référence, mais Jane McGonigal qui parlait donc du fait que le monde réel pouvait s'inspirer des jeux vidéo pour améliorer les expériences. Encore une fois, ce que tu me dis, c'est des designers qui pensent à tout ce que je peux faire pour que le gamer soit soutenu, continue à apprendre, reste dans l'expérience. Euh, c'est assez dingue quand même qu'on n'ait toujours pas mis ça dans les entreprises. Ouais, ouais. Après, je pense qu'il y a d'un point de vue à très haut niveau, tu vois tout de suite le parallèle. Après, c'est vrai que, euh, et c'est là d'ailleurs dans le jeu vidéo où c'est une science, et t'as des gens qui sont spécialisés
la rétention. Et quand on dit la rétention, alors parfois ça paraît être un gros mot, on a l'impression que c'est très mercantile, tout ça, il faut que les gens Oui, touchent. qu'on essaie de rendre addict. Voilà, ils rendent addict et puis qu'après ils vont faire des achats, Mm. des monétisations qui sont dans le jeu, tout ça. Dans le mobile, c'est très axé autour de ça. Euh, Mhm. Il y a un versant du jeu vidéo, oui, enfin, qui touche à ça, mais dans l'absolu, la rétention, c'est quand même, et y compris pour les gens qui ont des principes de jeu avec de la monétisation et tout, c'est quand même de te dire que, ouais, faire que quelqu'un euh, reste, a du plaisir à jouer à un jeu, c'est pas simple, même quand tu fais un jeu qui ressemble à un autre jeu. euh, En fait, tu as tellement de choses qui peuvent changer. Ce qu'on appelle le moment-to-moment gameplay, tu vois, chaque seconde, ça varie complètement d'un jeu à l'autre, même dans des genres très très similaires, quoi. Et Hollow Mhm. Knight, d'ailleurs, c'est théoriquement, je crois, ça fait partie des roguelites, parce que comme tu disais, tu meurs, tu recommences, mais tu perds pas forcément tout, il y a une partie de progression que tu as. Mhm. Et donc ça, ouais, c'est un truc assez intéressant, mais aussi qui au final est pas toujours ouais, simple à amener ailleurs, parce que c'est extrêmement spécifique, et les gens qui sont des experts de ça, de la rétention, même dans des jeux où il n'y a pas entre guillemets, de monétisation, genre t'achètes ton jeu plein pot, tu joues, que tu joues 10 minutes ou 50 heures, les gens touchent pas plus d'argent. Même dans ces jeux-là, c'est une vraie question de, ok, tu vois, comment tu fais que tu gères bien le niveau de difficulté, de frustration, Mhm. ouais, c'est toute la question du jeu vidéo. C'est vraiment un apprentissage continu à t'écouter. Il y a autant de jeux que de profils neuropsychologiques, quelque part, on dirait, en fonction de tes aptitudes cérébrales, mais aussi de ton profil de personnalité, de ce qui va t'intéresser. Euh, mais du coup, je réfléchis aussi à, on parle beaucoup de communauté de gamers. Euh, Est-ce que aujourd'hui, tu trouves qu'il y a vraiment des relations qui se construisent, des cercles, enfin, c'est quand toi tu penses communauté de gamers, est-ce qu'il y en a qui te viennent à l'esprit? Et est-ce que tu peux un petit peu nous parler de à quoi ça ressemble ces communautés de gamers? Oui, alors je vais faire un petit voyage dans la machine à remonter le temps, mais je pense que ça a beaucoup changé parce que en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas familier du jeu vidéo, l'expérience Mhm. qu'il va avoir d'une communauté de joueurs, euh, elle est sur deux plans. Il y a je joue au jeu, un jeu, on va dire, qui est online, multi, et il y a d'autres joueurs. Et là, du coup, je vais rencontrer la communauté. Mais aujourd'hui, beaucoup des jeux, pour diverses raisons, enfin, j'ai pas envie de trop digresser là-dessus, mais la manière dont les jeux sont architecturés, c'est qu'on va te matcher de manière un peu aléatoire avec d'autres joueurs. En fait, le jeu derrière va regarder, notamment si c'est un truc un peu compétitif, tes performances, tout ça. Mais voilà, si tu fais pas le choix de jouer avec des amis, tu vas être balancé dans un pool de joueurs. Euh, Mhm. et via le prisme souvent de la performance, pour que voilà, vous soyez sur un pied d'égalité. Du coup, l'aspect que tu perds et qu'on avait avant, quand ça n'existait pas, ce qu'on appelle le matchmaking et l'automatch, qui est quelque chose qui date ouais, du milieu des années 2000, en gros, je pense que ça s'est vraiment démocratisé, et maintenant la plupart des jeux en ligne ont ça. Euh, Quand avant on n'avait pas ça, la manière dont ça marchait, c'est qu'en fait, tu allais en ligne sur ce qu'on appelait le server browser, donc le navigateur de Mhm. serveur. Tout vrai, il y avait ça, il y avait un truc, une page dédiée, un menu dédié dans le jeu. Et puis tu regardais en fait des gens qui avaient créé des serveurs sur lesquels ils jouaient. Alors parfois hébergés avec leur propre ordi, parfois ils louaient un serveur, bref. Parfois tu pouvais juste créer un serveur qui était entre guillemets virtuel, qui était hébergé chez le développeur ou le publisher, voilà, peu Mhm. importe. Mais du coup les gens créaient intentionnellement un endroit qui était ouvert, et puis tu avais une petite phrase descriptive, tout ça, qui du coup te donnait un peu, parfois tu avais des mecs qui disaient ah ouais, nous on est là c'est pour le fun, pas prise de tête, voilà, d'autres qui Mhm. disaient non non, competitive only, machin, d'autres qui vont te dire alors nous si c'est un shooter, ouais mais on interdit telle arme parce que genre elle est OP, voilà. Et donc en fait ça fragmentait beaucoup plus effectivement la communauté, et donc toi quand t'arrivais t'avais un peu plus une friction, parce que tout d'un coup tu Mhm. vois une liste énorme, tu dis oh putain merde j'ai envie de jouer, mais attends là il faut que je lise et tout, qu'est-ce que je vais faire. Donc clairement, là, il y avait un désavantage. Mais l'avantage qu'on gagnait, c'est qu'après, tu te retrouvais au moins avec des gens qui étaient pas. Alors, parfois, ça te disait pas s'ils étaient bons ou pas au jeu. Donc ça, ouais, on perdait ça. Mais pour moi, ce qui était intéressant et qui a plus de valeur, c'est que tu voyais un peu la communauté d'esprit que tu joignais. Voilà.
tu vois. Ouais, des intentions communes. Voilà, et moi ça m'importe plus que le fait que le mec soit bon ou pas au jeu, tu vois. Genre, Mmh. voilà, moi j'ai joué à des jeux avec des gens qui sont bons et pas bons, et en Mmh. fonction de comment les gens abordent le truc, c'est ça qui change vraiment tout, quoi, tu vois. Surtout Mmh. pour une première expérience. Sur le long terme, oui, après tu vas te mettre avec des gens qui ont quand même la même optique. Donc, si tu adores jouer avec quelqu'un, mais qu'il est vraiment mauvais, qu'il n'arrive pas à être bon, et que toi tu veux un peu être compétitif, bah oui, tu vas bouger. Mais pour un premier contact, je trouve que du coup, ouais, malheureusement, on a perdu ça. C'est devenu l'auto-match, le matchmaking, c'est le truc dominant. Et donc, je pense que ça crée une première expérience qui est pas géniale pour les gens, qui Ouais, peut être assez toxique. Et le deuxième versant par lequel les gens vont expérimenter la communauté de joueurs, c'est un versant qui, lui, existe toujours depuis 25 ans. C'est ce qui existe en dehors du jeu. C'est genre les forums, ouais. enfin, Reddit, enfin, quels que soient les endroits où, Au voilà, Discord, tout ça, ouais. Discord, exactement. Ouais. D'ailleurs, voilà, Discord qui a explosé. Et, euh, et ça, oui, ça a un peu changé, bien sûr. C'est plus exactement comme c'était il y a 25 ans. Notamment les forums, c'est quasiment mort et on est quasiment que sur du Discord maintenant, Mmh. qui est plus réactif et tout. Mais dans l'absolu, Discord, c'est pas non plus comme si c'était totalement différent euh, Mmh. de ce qu'étaient les forums à l'époque. Et c'est une forme de socialisation qui est, ouais, qui pour moi a plus de, je suis désolé, j'ai que le mot anglais qui me vient à l'esprit, mais de signposting. En gros, tu sais un peu dans quoi tu Ouais. t'engages, tu vois. Tout d'un coup, t'es pas jeté dans une énorme mare où tout le monde est là et tout le monde est mixé et il y a des gens qui ont des approches très différentes, quoi. Mais c'est assez intéressant, c'est un peu une forme de bon, je vais sortir des références de vieilles, mais c'est un peu l'ICQ du gamer, quoi. C'est, Ouais, un peu, un lieu de où pour retrouver en fait, il y a déjà une quête de trouver les siens. C'est ça qui est intéressant à la base. Et puis je sais plus, j'étais à une conférence il y a pas longtemps où il disait pour les jeunes aujourd'hui, il y a moins le côté aller boire un verre dans un bar, mais plus bien on va se retrouver pour jouer et on va se raconter nos vies pendant qu'on joue. ouais, Et je trouve il y a vraiment aussi ce niveau de être actif tout en discutant plutôt que de... C'est l'inverse en fait. Le côté je vais endormir mes neurones avec ouais, ouais. une bonne bière versus viens on va faire des défis ensemble quoi. Exactement. Et pour rebondir sur ça, tu vois, moi, il y a un terme qui me revient beaucoup ces derniers temps. C'est un truc un peu vieux, hein, je pense, des années 90. C'est ce que en anglais ils appellent le third place. C'est pas workplace et c'est pas Mm. home. C'est l'espace qui existe entre les deux Mhm. ou les espaces. Et pour moi, le jeu vidéo a vraiment ce truc-là, et on l'a vu d'ailleurs avec Covid. C'est pour ça que ça a explosé pendant le Covid. C'est que c'est pas juste que les gens étaient bloqués, ils avaient rien à faire, et il fallait qu'ils oublient le monde réel et qu'ils Mhm. partent dans des univers virtuels. Enfin, oui, il y a peut-être un peu de ça, mais surtout, en fait, c'était un lieu parfait pour être entre amis. C'est Mhm. moins aride qu'un call Skype avec 5 personnes où putain, tu te parles de quoi. Et effectivement, tu as beaucoup de jeux où tu choisis un peu ton niveau d'investissement et tu peux le moduler au moment où tu joues, tu vois. Mhm. Euh, et donc tu finis par discuter beaucoup avec des amis et puis parfois tu joues sérieusement assez peu, quoi. Et tu as des jeux qui ont explosé comme ça pendant le Covid. Euh, Among Us, pour moi c'est un exemple typique. Euh, Mhm. et qui aussi, Among Us, c'est un jeu où c'est marrant parce que toutes les mécaniques de gameplay, c'est des interactions sociales. C'est pas vraiment les mécaniques du jeu en termes de code et de ce que fait ton personnage. Ça, Mhm. c'est assez limité. C'est ce que les joueurs appellent le brain. C'est comment tu vas un peu essayer de tromper les autres joueurs. Et donc ça, c'est marrant. Mais t'as Phasmophobia qui avait aussi explosé, qui est un jeu où tu vas ensemble avec des amis dans des lieux hantés et puis tu dois essayer de débusquer les fantômes, etc. Euh, voilà, récemment, il y a un autre jeu qui est clairement une continuation de Phasmophobia qui s'appelle Lethal Company, où tu es un petit groupe de recycleurs de l'espace qui est envoyé dans des bases abandonnées et tu dois les récupérer voilà, des trucs de valeur, enfin de la ferraille, quoi. Et, mais il y a plein d'événements aléatoires avec que ce soit des petits aliens ou des créatures dans les bases, même la disposition des bases est différente. Et en fait, c'est une usine à histoire, ça. C'est une usine c'est exactement, en fait, la version la plus proche de tout ça pour moi, c'est un jeu de plateau, un jeu de société. Tu vois. Et quand les gens se retrouvent pour faire un jeu de plateau, un jeu de société, ou quand nos parents allaient jouer au Monopoly, on disait pas, ah, putain, ils sont quand même asociaux, quoi. Donc, Mhm. donc je pense Non, que c'est ça, clair, c'est des icebreakers sociaux quelque part. T'es en train de passer un moment ensemble plutôt que de chercher que faire de mes mains, à quel moment je parle, etc.
au milieu du lien social, tu as quelque chose qui a des règles définies. Et c'est toi qui décides de quand tu parles, quand tu papotes d'autres choses ou pas. C'est. Voilà, donc il y a un Mm. côté vraiment, et on le voit de plus en plus avec les succès, notamment dans le jeu indépendant, tu as des jeux qui sont entre guillemets, des jeux enfin, ou du jeu de rôle, quoi, qui sont vraiment Mhm. enfin, un truc qui est dingue d'ailleurs, c'est que GTA, qui est un des jeux les plus vendus au monde, GTA 5, ça fait 10 ans que le jeu existe, qu'il est ressorti sur toutes les Mhm. consoles, donc le truc, voilà, n'en finit pas d'exister, hein, ce qui a une des raisons de la continuation de GTA, il y a un mode en ligne, voilà, donc géré par l'éditeur, tout ça. Mais il y a un mode en ligne non officiel qui s'appelle RP, Role Playing, avec des modes et des outils qu'ont créé les gens, où tu as des gens qui vont vivre dans la ville de GTA et qui vont dire, moi je suis un policier. Voilà. Donc j'arrête les voleurs et tout. Et il y a un système de téléphone dans le jeu où tu peux appeler un autre joueur en composant un numéro de téléphone et tout. Et il y a un annuaire et tout. Et donc tu as toute une sorte de communauté qui se crée où genre il y en a un qui va dire voilà, donc moi je suis marchand de voitures, donc si tu veux faire un casse, tu viens ici, t'achètes des voitures. Euh, et donc et c'est dingue, je veux dire, c'est du roleplay comme du roleplay, c'est des gens qui font Donjons et Dragons, quoi. Qui d'ailleurs a aussi une résurgence de fou les dernières années, mais pour cette Mm. même raison, parce que c'est un moyen en fait d'être ensemble. Ça crée du lien. Donc je pense Mm. que ça, c'est important. Et le dernier truc que je veux ajouter, c'est que je pense que même les jeux qui par nature sont solo peuvent créer du lien. Ça dépend bien sûr du joueur, de la personne qui joue, de son appétence pour interagir avec les autres. Mais moi, je me suis fait beaucoup d'amis et j'ai connu des gens dans le jeu vidéo parce que notamment je jouais à des jeux solo où j'avais essayé d'aller trouver après des communautés de gens qui jouaient à ce jeu et j'avais envie d'en parler. Tu vois. Ouais. Évidemment, on revient quand j'étais en Mayenne pendant 2 ans où je connaissais pas grand monde tout ça et que j'étais un peu perdu et c'est la première fois où on a eu vraiment internet à la maison et moi il y avait un jeu que j'attendais à fond de balle, c'était Morrowind, un jeu de la série Elder Scrolls, donc c'est un des ancêtres de Skyrim, c'est par les mêmes développeurs qui ont fait Fallout et Starfield, Bethesda. Mhm. J'ai d'ailleurs fini par avoir la chance de bosser pour le groupe côté marketing à un moment. Et moi j'adorais ça, j'adorais le précédent jeu et j'attendais comme un fou Morrowind. Et c'était dur de trouver des infos à l'époque. C'était quand même, on était c'était en 2001, 2003, tu vois. Donc c'était Mhm. quand même pas la quantité d'infos, c'était pas la même, l'accès par internet. Et du coup, j'ai trouvé des gens comme ça qui étaient des fans français, qui attendaient le jeu et tout. Et après, on a Mhm. commencé à discuter. Tous les jours, j'allais sur le forum. Et bien sûr, on parlait à 75% du jeu et de trucs liés. Mais on avait aussi dans notre forum, comme tu as sur un Discord, des canaux hors sujet où on parlait de la vie, tout ça. Et il y a des gens que j'ai rencontrés. J'ai un de mes meilleurs amis aujourd'hui que j'ai connu comme ça. Euh, Tu vois, et lui, il est. Je veux dire, quand tu racontes ça, tu dis putain, les nerds, c'est fou, c'est normal, tu bosses dans le jeu vidéo. Attends, lui, il est représentant pour la province d'Ontario pour convaincre des entreprises de venir s'installer dans l'Ontario, quoi, tu vois. Ah oui. Donc voilà. Donc Et tout le monde ne finit pas dans les jeux vidéo comme non. toi. Bah voilà, voilà, tu vois, moi je porte peut-être un pull comme ça, machin. Lui, il est costard cravate, il est dans des rôles officiels tout le temps, voilà. Et pour autant, c'est un truc qui a résonné avec lui, tu vois. Donc, ouais. Non, non, c'est clair. Ça vous a créé ce third place pour pouvoir trouver des amis. Puis en plus, c'est hyper précieux à chaque fois que dans le jeu vous réussissez un truc. Il y a cette envie de partager ce moment de win. Et donc, je crois que c'est aussi quelque chose qui rend très généreux dans les moments de partage de tips, etc. Mais non, c'est hyper chouette aussi de regarder ça un peu de ce point de vue-là, parce que c'est sûr que on regarde beaucoup les sujets de est-ce que ça rend addict, est-ce que c'est une fuite, est-ce que machin, mais il faut aussi, là je lisais un article aussi qui disait que le gaming devient une sorte de lifeline parfois pour des gens qui ont des problèmes psychologiques aussi, parce que ça te permet de à la fois ressentir des émotions positives, comme tu disais, le fait que les difficultés soient toujours alignées à ce que tu es capable de faire, ça te redonne confiance en toi et puis ça joue le jeu de facilitateur de mise en relation, enfin le côté matchmaking. J'y avais pas trop pensé jusqu'à ce que tu le dises tout à l'heure, mais c'est quand même dingue d'avoir un système de matchmaking qui, c'est comme quand t'es gosse, tu rêverais de ça. Quand t'es dans la rue et que tu sais pas avec qui jouer, tu viens de débarquer dans un nouveau village, ce serait génial qu'il y ait un truc automatique pour dire attention, matchmaking, tu vas jouer au ballon avec lui. Ouais, et c'est un truc qui vient, je crois. Bon, après, ça tombe plusieurs histoires, plusieurs origin story, mais ça vient, je crois, ça a été inspiré par le monde des échecs, parce que dans les échecs, tu as un truc qui s'appelle le ELO, et qui donc en fait est un ranking des joueurs, mais qui, voilà, en fonction
de leur style de jeu, de comment, Mmh. enfin, de leur performance et tout. Et donc, ouais. Mais voilà, au final, je pense que le truc qui est important, et c'est un peu très bête, hein, je dégonfle un peu tout ce que j'ai dit, mais je reviens sur un truc très simple, c'est qu'en fait, le jeu vidéo, c'est pas fondamentalement différent. La manière dont les gens, le rapport qu'ils ont au jeu vidéo est pas fondamentalement différent du rapport que tu as au cinéma, aux jeux de société ou à un livre. On va pas dire des gens qui lisent des livres, qui sont isolés, tu vois, et qui sont pas sociaux, alors Mmh. qu'il y a plein de book clubs, parce que justement après ils ont envie d'en parler. Et c'est un peu pareil dans le jeu vidéo. Donc je pense qu'en fait c'est au final, c'est ça. On a eu un mouvement de balancier où pendant très longtemps c'était diabolisé. Après, enfin, l'industrie aujourd'hui est énorme, hein. C'est la Mmh. première industrie culturelle et créative en fonction de ce que tu mets dedans, le ciné, la musique. Et du coup aussi, il y a beaucoup d'intérêts financiers, il faut pas le nier. Donc ils ont beaucoup poussé Mmh. sur la dédiabolisation, parfois en niant aussi des effets comment dire, malencontreux du jeu Oui, vidéo, comme il y en a pour tout, hein, je veux dire, voilà. exactement. Et donc, on est un peu encore dans ce mouvement de balancier, où d'un côté, tu pousses Mmh. beaucoup en disant c'est génial et regarde le jeu vidéo. Enfin, tu vois, quand il y avait le docteur Kawishima Brain Training de Nintendo, voilà, les gens disaient mais tu vois, voilà. Donc, on veut vraiment pousser ça. Et de l'autre côté, oui, il peut y avoir des problèmes avec le jeu vidéo et il faut les Mmh. reconnaître et il faut en parler. Mais fondamentalement, il n'y a pas, je pense, davantage de chances ou de risques d'avoir des problèmes avec le jeu vidéo que d'autres choses. Tu vois, quelqu'un qui va mal et qui cherche un échappatoire peut le trouver dans la lecture, peut le trouver dans mater des vidéos TikTok, hein, voilà, à longueur de journée. Et en même temps, tu peux aussi mater des vidéos TikTok à longueur de journée sur des mecs qui font du bricolage ou qui sont des fans de, je sais pas quoi moi, Bush Survival, et t'apprends comment monter un camp, comment réparer ta salle de bain. Mmh. C'est pas mal, tu vois. Je veux dire, euh, en soi, C'est ça, enfin, c'est ton cerveau, s'il s'engage, c'est il continue d'y trouver quelque chose. Après, oui, moi parfois j'ai un peu, c'est marrant parce que souvent j'ai entendu dans le passé des gens qui disaient ah oui, l'autre il joue depuis des heures, etc. Mais moi parfois je me dis quand mon copain il joue et que moi ça fait 4 épisodes de série que je regarde, je me dis lui au moins il utilise son cerveau. Je me dis, moi, je suis en train de regarder de manière complètement en train de prendre les émotions. Allez. Mais bon, après, voilà, c'est chacun a aussi à avoir l'éducation de son équilibre, je pense, dans tout ce qu'on consomme, que ce soit des contenus interactifs ou des contenus plus passifs. Je pense qu'il faut une éducation dans la société sur connaître quand tu le fais parce que tu es en train de prendre du plaisir ou d'apprendre quelque chose, ou est-ce que tu le fais pour t'endormir l'essence euh, c'est voilà. valable pour tout, quoi. Même avec la nourriture, avec les dépenses, le shopping. Exactement. Non, mais t'as parfaitement résumé. C'est quelque chose. Voilà, Mhm. c'est être capable de faire ce pas Mhm. de côté, et de prendre un peu conscience du moment où peut-être tu perds le contrôle et Mhm. où il y a des choses qui te poussent à ça. Euh, et c'est pas juste le jeu vidéo. Et le fait est que oui, on vit dans une. Tu vois, on parlait de la rétention avant dans le jeu vidéo, mais c'est vrai partout. On vit dans une société, dans un monde qui en Mhm. fait essaie de fidéliser les gens parce qu'effectivement, il y a une offre pléthorique. Euh, voilà, et oui, tout est pas génial, mais il y a quand même beaucoup de contenu de qualité. Moi, les gens qui te disent que c'est que de la merde, on a plein de séries ou de jeux, je sais pas quoi, c'est nul. Je suis pas d'accord. Il y a des moments, moi, où j'ai le sentiment qu'il y a des moments de creux, mais après, tu Mhm. vois, très vite, j'ai l'impression qu'on revient à un endroit où, tiens, il y a un âge d'or, il y a plein de trucs cool. Donc, au final, c'est juste faux, quoi. C'est temporairement, peut-être, parfois, il y a des périodes un peu. Et même, c'est plus un point de vue personnel. Tu as du mal à trouver ce qui te plaît, puis après, tu vas le retrouver, voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que tous les acteurs économiques derrière tout ça, et c'est vrai dans l'alimentation, hein, c'est vrai dans le sport, les Mhm. salles de sport, ils ont tous intérêt, parce que Merci, tu continues. euh, c'est plus simple, plus prévisible, à ce que tu sois aussi engagé que possible et que tu reviennes Mhm. et que tu fasses que ça. Tu vois, quelqu'un qui a une salle de gym, c'est dans son intérêt que genre tu viennes à la salle de gym tout le temps, quoi. Que genre voilà, Ouais. et qu'après tu vas peut-être upgrader pour un autre membership, mais déjà c'est tellement une partie intégrante de ta vie que hop, tu vas jamais abandonner ton membership. Donc Ouais, voilà. c'est le système économique en fait. À moins que le système le change, les composantes ne pourront pas évoluer pour le mieux. C'est Voilà. du moment où les entreprises sont poussées à viser des croissances continues, on ne pourra pas améliorer de manière hyper sustainable le changement, enfin les designs. Mais oui. Après peut-être parce que je sais que tu dois filer. Il y a quelque chose que je me dis, et je voudrais t'entendre là-dessus avant de se quitter.
parfois quand j'observe des gamers qui sont à un certain niveau, je me dis waouh, il y a quand même beaucoup d'entraînement mental, beaucoup d'intelligence, et je me dis parfois ah, c'est dommage parce que si tout ça c'était, parce que là je parle d'un certain niveau où c'est quand même vraiment ingénieux, et je me dis mais la société aurait tellement besoin que cette intelligence soit mise justement dans le changement des systèmes, dans tout ça, et parfois j'ai l'impression que le pont n'est pas encore pensé aujourd'hui. Peut-être entre ces communautés d'athlètes mentaux, j'ai envie de dire, parce que pour moi, il y en a quand même, c'est de ce niveau-là. Ils apprennent à penser autrement, ils apprennent à être très débrouillards, à collaborer, communiquer, chercher, à être en train de manipuler le temps, la précision, l'angle des choses, etc. Et je me dis, mais il y a toute une communauté qu'on ne met pas en utilisation pour le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais clairement, il y a du vrai là-dedans. Après, je pense qu'il y a deux choses qui sont quand même importantes à garder en tête. La première, c'est que il y a une sorte de mime qui tournait dans le jeu vidéo, euh, qui, je crois est venu d'ailleurs d'un vrai cas de figure, où c'était quelqu'un qui cherchait un boulot et qui avait fait une vidéo assez marrante, un CV vidéo, de genre D'accord. je serais un excellent manager dans tel domaine ou je sais pas quoi, parce que voilà, moi j'ai une guilde World of Warcraft, on se réunit, tu vois, enfin, je gère tout, il y a 150 personnes, et voilà, donc je suis un pro de l'organisation. Donc c'est assez marrant. Et en même temps, c'est aussi un peu marrant parce que ça a ses limites et tu te rends compte que tout n'est pas forcément transférable de un à un. Et je pense pour moi la vraie limite à ça, c'est que, et c'est pour ça que le pont est parfois dur à faire, c'est que ouais, les gens redoublent d'ingéniosité, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien dans les cas de figure dont tu parles, c'est que si en fait moi ça m'a donné une humilité et je sais pas, enfin si, m'a redonné un peu confiance parfois en l'humanité en disant putain c'est quand même dingue ce que parfois des gens peuvent faire et ce qu'ils peuvent faire parce que juste en fait la seule motivation c'est ça leur plaît, ça leur parle Mhm. et, euh, et voilà. Et donc c'est là où je pense qu'il y a un truc, une différence qui est fondamentale, c'est que quand tu le fais pour un boulot, Mhm. euh, et surtout, bah, après, ça dépend de quel domaine tu pourrais le faire. Mais est-ce que tu vois, t'as un élément passion comme ça? Est-ce que tu as quelque chose qui te motive autant? Et je pense que c'est. En fait, je vais même aller plus loin. Je veux dire que le fait que tu introduises une. Un enjeu Comment réel. dire? Exactement, un enjeu réel et une compensation, ça change complètement ton état Mhm. d'esprit et la manière dont tu l'approches. Ça te met une pression, déjà, que t'as pas. Parce Mhm. que le reste, tu le fais toi-même. T'es pas là pour faire de l'argent. Bah, parfois, certains ont créé des activités, hein. Genre, par exemple, il y a des gens qui ont fait des mods, qui modifient un jeu, tout ça, et qui après, ça a tellement bien marché, ils ont fini par faire leur propre jeu et ils ont pu monétiser, tout ça. Donc, mais au début, c'est pas l'intention initiale, tu vois. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Enfin, je crois que c'est à Roger Caillois un philosophe qui a fait beaucoup de travail sur le jeu, la définition du jeu vidéo. Et j'ai plus les termes exacts en tête, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que, pardon, le travail du jeu, pas que du jeu vidéo, mais c'est applicable. Il dit que voilà, ce qui est essentiel pour le jeu, pour que ce soit vraiment un jeu, c'est que c'est un espace qui est séparé. Donc Mhm. il est autocontenu. Et ça veut pas dire que tu vas pas apprendre des trucs sur le monde réel, c'est pas vrai. Tu vois, il y a plein de jeux qui touchent au monde réel, Mhm. mais il n'y a pas d'enjeu immédiat. Donc si tu deviens pro gamer, est-ce que c'est encore du jeu? Bah c'est ça la question. Ouais, Ouais. pas forcément, parce que tu vas dériver un revenu. Donc c'est un truc qui est séparé, qui est libre et pas forcé. Tu vois. Mhm. Euh, Arrête quand tu veux, tu peux sortir quand tu veux. voilà. Ouais. Et je pense que c'est ça le truc. C'est, tu vois, on a parlé juste avant du fait que, bah ouais, quand tu fais entrer des choses et des produits culturels et créatifs dans des logiques de consommation, euh, parfois il y a des effets un peu pervers qui sont difficiles à naviguer. Et c'est la même chose là, c'est-à-dire que la liberté, l'ingéniosité, la liberté d'entreprise, l'ingéniosité de ces gens-là, est-ce qu'elle serait la même si on les mettait dans un cadre forcément contraignant, même en essayant d'être le plus cool possible, ça reste un job, tu vois. Mhm. Et ça, j'en suis pas toujours convaincu. Mhm. Mais c'est très similaire aux dynamiques de créativité. Dès qu'il y a du stress, il y a des inhibiteurs qui font que tu n'arrives pas à être créatif. Et là, bah, le gamer qui a développé tout plein de talents, dès qu'il y a des inhibiteurs qui peuvent devenir déstressants,
bah, tout ce qu'il sait faire, il va peut-être pas le faire. Mais c'est très intéressant, merci, parce que je pensais souvent à ça, mais là, tu m'as juste tout de suite donné la réponse qui fait que, ah bah ouais, et bah ouais, c'est tout simplement plus un jeu, en fait, quand tu apportes des to-do comme ça, des obligations, des enjeux importants. Même quand c'est choisi, on voit des bénévoles dans des ONG qui peuvent se burn out parce que ils ont tout voulu donner et parfois c'est même quand on est très motivé, ça peut aussi devenir très limitant. Voilà, ouais, ouais. Et Ouais. tu vois, toi qui as bossé dans le design thinking, au final, c'est ça le design thinking, c'est Mhm. créer autant que possible, parce que tu es quand même dans. C'est appliqué à un problème professionnel, donc tu as quand même ce Mhm. cadre, mais c'est essayer de créer un espace de respiration où tout le monde peut contribuer. Au départ, il n'y a pas de mauvaises idées. Voilà. Mhm. Et c'est ça qui, tout d'un coup, va ouvrir les portes de la créativité. Puis bon, après, tu essaies de l'orienter en fonction de logique stratégique, commerciale, Mhm. d'entreprise, tout ça. Mais ouais. Je pense que si on creuse vraiment, on pourra trouver comment maintenir cet élément, cette ressource en créant des safe space de collaboration. Mais bon, ça sera pas là tout de suite qu'on va avoir Non. toutes les réponses. Si je peux esquisser une piste, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, en fait, c'est juste d'observer des communautés, tu vois, dans des situations qui ont des parallèles avec la vie réelle, et en fait de s'inspirer des situations, des solutions qu'ils trouvent. Tu vois, Mhm. c'est aussi bête que ça. Mhm. Et, euh, et je pense que là, il y a des trucs peut-être à faire. Tu vois, peut-être que en allant regarder comment des gens gèrent une guilde World of Warcraft avec 150 personnes sur 5 continents différents. Et Mhm. alors, pas prendre ces gens pour venir gérer un boulot parce que ça va les faire chier. Ouais, mais Mais post-rationaliser ouais, leur best practice, ouais, leurs meilleures pratiques, il y a, leur, il y a peut-être des trucs à prendre là-dedans. ouais. C'est peut-être pas idiot. En tout cas, le lien a été très intéressant pour moi de regarder, de parler d'identité, de voir qu'il y a des expériences conçues pour tous les différents profils neuropsychologiques, etc. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé ces discussions qu'on a pu avoir avec toi du chemin qui a mené à, de par ta propre identité qui s'est construite au fil des années. Merci beaucoup d'avoir Bah de accepté rien. d'avoir cette conversation avec moi. Je te souhaite une très belle semaine. Là, il est midi dimanche ou il est midi lundi? Dimanche. Ouais, ouais, on est encore D'accord, dans le on est week-end. encore dans la même journée. Ok, bah bon dimanche à toi alors et Merci. je te dis à très vite Alex. Ça marche. À bientôt, Nechem. À bientôt.